Merci beaucoup. Docteur Hosna, merci aussi d'avoir respecté le temps que vous étiez imparti à présent. Je donne la parole à Dr Joain Al-Ghanim. Elle est conférencière au département de philosophie à l'université de Bouira en Algérie. Elle a obtenu son doctorat en philosophie avec une spécialisation en colonialisme et postcolonialisme de l'université Abdelhamid Mahrid, université de la ville de Constantine, toujours en Algérie. Elle s'intéresse dans sa recherche à la philosophie, critique culturelle, colonialisme et postcolonialisme. Elle est experte en études philosophiques à l'Association algérienne de philosophie. Elle est également membre du groupe de recherche au ministère algérien de l'Éducation et de la Recherche scientifique dans le cadre d'un projet de recherche intitulé « La légitimité des juristes et des philosophes au Maroc et en Andalousie ». Mesdames et messieurs, bonjour, au nom de Dieu le clément, miséricordieux, que les prières et citations de Dieu soient sur le prophète, sur sa noble famille. Bonjour à vous tous. Alors, il est difficile de parler des sciences environnementales d'un point de vue impérialiste. C'est une question périlleuse, très difficile. Elle est double, car elle se compose de deux antagonistes, la science et les différents projets impérialistes, c'est-à-dire le projet colonial et postcolonial. C'est un antagonisme qui nous ramène à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est celle des libertés à outrance qui sont données aux individus, malgré les réserves que l'on peut émettre à leur égard. Donc, venez avec moi dans ce petit voyage historique très rapide, parcourant ce qui est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, passant par Mayflower, le navire de Christophe Colomb, qui a voqué pour découvrir de nouvelles contrées, le nouveau Canaan historique. Évidemment, ça nous amène à la science impérialiste qui se divise en trois spécialités distinctes. D'abord, il faut savoir ce que les historiens ont écrit sous le prisme de l'impérialisme dans toutes les spécialités, dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans la science spatiale, les sciences humaines, etc. Et ensuite, il faut tenter de déceler ce qui le non-dit dans le discours impérialiste et dans son application. Et puis pour la troisième partie, je vais essayer de déterminer les actes impérialistes et les tentatives de définition de ce qu'est le climat, la régionalité et l'environnement. Commençons d'abord par la notion d'agriculture. Alors, le mot agriculture comporte le terme culture. Culture, ça veut dire cultiver. Dans l'ancienne Grèce, philosophie de Prométhée, on parle du nomadisme, la recherche de lieux anciens, de lieux lointains, pour de nouvelles contrées, de nouvelles opportunités. Donc on est parti de ce type de philosophie et on est arrivé au projet du modernisme, au projet des Lumières, au colonialisme et au postcolonialisme. D'ailleurs, Karl Marx le dit de façon assez extensive dans son livre Le Capital. Holman, dans son livre Désertification et impérialisme, nous dit que l'impérialisme, tout au long de l'histoire, a
mis à bas toutes les valeurs spirituelles et climatiques et a créé de nouvelles valeurs climatiques et spirituelles. Alfred Grospy, historien de renommée, a posé un ouvrage intitulé « Écologie impérialiste ou l'impérialisme écologique ». Qu'est-ce qu'il nous dit dans son ouvrage? Il nous dit que les colons ont transféré beaucoup de récoltes depuis l'Europe vers les régions occupées. Et là, on voit quelle est la différence entre l'occupé et l'occupant. Effectivement, les pays occupés ou les pays occupés ont souffert de beaucoup de pestes et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu transférer leur savoir agricole dans des contrées lointaines. Le projet colonialiste a donc transféré son projet agricole pour se débarrasser, par exemple, de certaines de ces pestes, de les exporter vers des régions lointaines. Alors, à côté de l'agriculture, il y a d'autres projets, par exemple en Égypte, lorsque le ministère de l'Agriculture a importé des souches de coton sionistes. Dès leur importation, les nouvelles souches ont fait périr les souches autochtones et ont mis en péril toute la filière coton égyptienne. Donc ce projet n'a pas détruit la filière coton, mais a détruit également d'autres filières, comme celle des céréales, etc. On a vu exactement la même chose dans le secteur de l'élevage également. Donc il y a une certaine attaque faite contre tous les acquis en matière d'agriculture. Sur un autre plan, la question de la conquête spatiale. Alors on a pensé à créer une colonie spatiale qui remplacerait la Terre. Nous disons que la Terre ne serait plus propre à la vie humaine et qu'il faut un jour ou l'autre trouver un autre endroit pour pérenniser la vie de l'homme. Mais la question qui se pose, c'est comment protéger l'homme qui, une fois devenu habitant de l'espace, comment peut-on le protéger de cette nouvelle dimension? La météorologie a également participé à justifier le colonialisme. Les pays colonisateurs ont mis en place, dans tous les pays qu'ils ont colonisés, des stations météorologiques, non seulement pour connaître ou mieux connaître le climat, mais aussi pour contrôler les activités humaines. Là se pose la dimension éthique. Eh bien, on a eu plusieurs tentatives internationales, des accords ou des conventions internationales. Dès 1986, en Stockholm, il y a eu un accord pour l'environnement. Ensuite, l'accord de Rome, l'accord de Kyoto. Eh bien, dans tous ces accords, on parle de la question de la justice climatique. Et on peut légitimement se poser la question suivante. Existe-t-il une différence entre la justice climatique et la justice environnementale? Est-ce qu'il y a une différence entre le climat et l'environnement? Deuxième question, comment est-ce que la science impérialiste peut faire face à l'impérialisme sauvage?
Et comment on peut faire face à la science postcoloniale qui permet une surabstraction non réglementée. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes face à une véritable guerre, couteau rangé, dans le domaine du génie génétique. Une intervention humaine dans les souches, dans l'ADN. Et puis il y a de nouvelles notions qui apparaissent ci et là, comme par exemple la notion de la guerre juste. La guerre juste nous donne trois choses principales. D'abord, la doctrine de l'affiliation. Il faut que je me range auprès de tel ou tel camp pour préserver mon patrimoine. Et puis, la doctrine de l'appropriation. Il faut que j'accepte d'appartenir à tel ou tel camp. Et dès que je me départis de telle ou telle affiliation ou appartenance, on me déclare la guerre, comme ce qui s'est passé en Syrie ou en Irak. Et de là, je peux aussi poser une autre question très sensible. On en est arrivé à mettre dans la même équation la justice et la vérité. Dans notre contexte postcolonial, il n'y a pas de différence entre la justice climatique et la justice environnementale. Il n'y a pas de hiérarchie entre la justice et la vérité, ou entre la science du réel et la vérité. Je ne parle pas ici de la science impérialiste, car il y a des fondements. Et le patrimoine tient son existence de ces fondements. Et c'est grâce à ces fondements qu'on a tous ces acquis dans le domaine de l'agriculture, de la météorologie, de la science spatiale, etc. Merci beaucoup.